Oui, c'est bon. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis très heureux finalement d'animer cette session qui a pour but d'écouter deux lauréats du prix de l'ASTE, deux lauréats du prix de thèse. En fait, donc mon nom est Étienne Paul, je suis président de la commission recherche et je suis professeur à l'INSA Toulouse. Et en fait, on voit très bien que l'ASTE a pour vocation en fait, de favoriser les traits d'union entre les différentes disciplines, les différents domaines, les différents secteurs d'activité. Et en particulier, l'ASTE a pour vocation de promouvoir la diffusion et l'utilisation le plus rapidement possible des connaissances de la recherche. Donc c'est pour ça qu'elle a mis au point ce prix de thèse. Et récemment même, elle a intensifié ses efforts puisqu'elle a proposé qu'il y ait deux thèses qui puissent être récompensées de manière à avoir finalement un panel plus large de connaissances qui diffusent vers le monde socio-professionnel. Alors, c'est un prix qui demande pas mal de travail. Vous voyez dans le transparent que j'ai préparé qu'il y a eu 19 thèses qui ont été proposées cette année. Ces thèses ont été relues par un grand nombre de relecteurs, on va voir le nombre, et on s'est aperçu qu'il y avait une excellente qualité, des thématiques extrêmement diversifiées avec des domaines couverts très larges, ça allait dans l'ensemble des domaines de l'ASTE, l'eau ressource, l'eau potable, l'eau usée, les déchets, la préservation de l'environnement, et avec différents niveaux, des tests très techniques et puis des tests, on l'a vu, plutôt de sciences sociales. En fait, cette évaluation de ces thèses a nécessité 32 relecteurs, et pour partie académique et pour partie du monde socio-professionnel. Donc il y a eu un bon mariage de personnes. Et donc on est arrivé finalement, après des discussions riches et soutenues, finalement à sélectionner deux thèses. Alors j'insiste beaucoup, je remercie très chaleureusement et très fortement les différents membres qui ont participé à cette sélection. C'est un travail qui a demandé énormément de temps. Alors les lauréats sont Claire de Dieu et puis Renaud Nougarol, qui vont nous renseigner un peu sur tous les rouages des décisions publiques. Vous voyez que... Oui, allez-y. On peut les applaudir, bien sûr. Donc on voit que la première thèse en fait traite de la suppression de l'ingénierie publique d'État dans le secteur de l'eau potable, et la deuxième des conditions de l'adoption de la tarification incitative dans le domaine du déchet ménager. Donc quand on lit ces travaux, on s'aperçoit que ce sont des travaux finalement qui traitent de concepts tout à fait de haut niveau dans le domaine de la sociologie, et qui s'appuient notamment sur des démarches expérimentales avec des enquêtes de terrain très détaillées et très approfondies. Pour l'ASTE, ce sont des sujets très innovants et très originaux. Et pour nous, vous allez le voir au travers des présentations, je pense qu'il est tout à fait intéressant de prendre connaissance de ces travaux et de tirer un certain nombre d'enseignements sur finalement comment les décisions politiques impactent nos domaines et comment l'avenir pourrait être amélioré. Voilà, donc je vais laisser la place à Claire de Dieu tout d'abord, qui va nous présenter ses travaux pendant 15 minutes. On aura 5 minutes de questions, et ensuite Renaud Nougarol prendra la suite. Claire ? Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier énormément l'ASTE de m'avoir décerné l'un des prix de thèse cette année, ainsi que mes deux rapporteurs qui ont pris le temps de lire les plus de 600 pages de la thèse. C'est du boulot. Et donc, je suis actuellement docteur en sciences politiques, spécialisée dans l'analyse des politiques publiques. Et j'ai soutenu en novembre 2019 ma thèse à l'Université de Montpellier. Donc, j'étais accueillie pendant 3 ans au sein du laboratoire de gestion de l'eau, GEO, à Montpellier. Et ma thèse a été financée sur 3 ans par l'INRAE. En fait, oui, il y a un petit problème. Il faut que j'appuie quelque part ?
Bon, je poursuis. L'objet de la thèse, c'est la suppression de l'ingénierie publique dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Et donc, cette décision de supprimer l'ingénierie publique a été prise par le Conseil de modernisation des politiques publiques en 2008, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques lancée par le président Nicolas Sarkozy. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, donc de réduction des dépenses publiques. Donc il fallait trancher dans les dépenses de l'État, et au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, on a décidé que les réductions allaient se faire par la suppression notamment de cette mission-là, qui est une mission historique de l'État. Donc qu'est-ce que c'est l'ingénierie publique de l'État dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement? En quelques mots, ce sont un ensemble de missions qui étaient exercées dans les services déconcentrés de l'État, les anciennes directions départementales de l'agriculture et de l'équipement, par des ingénieurs et des techniciens, donc des fonctionnaires de l'État, qui agissaient un peu comme un cabinet de conseil auprès des collectivités. Ils faisaient de la maîtrise d'œuvre, ils faisaient du conseil aux collectivités. Donc essentiellement, ça consistait par exemple à définir les besoins des collectivités, donc à aller voir par exemple un maire et lui expliquer qu'il fallait redimensionner sa station d'épuration. Le travail de ces ingénieurs et techniciens au sein de l'État consistait également à aider les collectivités qui voulaient se lancer dans des projets d'infrastructure en eau potable et en assainissement à choisir un maître d'œuvre ou une entreprise de travaux. Et ces missions ont été jusqu'à négocier les contrats de délégation de services publics et accompagner les collectivités dans le choix du mode de gestion. Donc, il y a eu des discours très contrastés sur l'ingénierie publique à travers l'histoire. On n'a pas décidé de supprimer l'ingénierie publique en 2008 simplement parce qu'il fallait faire des économies. Il y a eu énormément de débats autour de cette ingénierie. Donc si par exemple en 1965, le Conseil d'État soutenait cette mission-là, en gris, en disant que c'était des traditions respectables. Donc tout ce qui est gris, ce sont des arguments plutôt positifs pour l'ingénierie publique. On a aussi en gris Jean-Claude Guessot, le ministre de l'Équipement en 2001, qui va dire de l'ingénierie publique que c'était un service public de proximité et de solidarité. A contrario, on a dès la Révolution française, dans les cahiers de doléances, des attaques à l'égard des ingénieurs de l'État qui étaient considérés comme des sortes de gens, tout en bas, voilà, ne procurant à la province que des dépenses excessives. Et en 1935 aussi, l'Association française des ingénieurs urbanistes et sanitaires considéraient que l'activité de l'État leur faisait une concurrence déloyale, puisque les ingénieurs de l'État qui intervenaient auprès des collectivités proposaient des prestations à bas coût, et ils pouvaient se le permettre, ces ingénieurs-là, puisqu'ils étaient rémunérés par ailleurs par l'État. Donc ils avaient un salaire de fonctionnaire et ils percevaient des rémunérations dans le cadre de leur mission par les collectivités territoriales. Et donc, il y a eu quand même énormément de débats autour de cette ingénierie jusqu'à sa suppression. Et cette mission-là de l'État, qui concerne l'eau, donc cette mission technique, vient dire beaucoup de choses sur la manière dont l'État agit aujourd'hui et sur sa capacité à agir dans les territoires sur les politiques de l'eau. Donc je pars de quelque chose qui est assez technique, l'eau potable et l'assainissement, pour dire des choses sur ce qu'est l'État en France aujourd'hui et comment il évolue. Donc on part d'un État fort, initialement, avec un personnel développé, des compétences techniques fortes, une forte présence territoriale auprès des collectivités, à un État qui commence à abandonner certaines de ses missions historiques. Donc il faut savoir que l'ingénierie publique, elle date de l'Ancien Régime. Et donc l'une des sous-questions que cela pose, c'est est-ce que le fait de s'être séparé de cette mission-là permet à l'État de renforcer d'autres missions, de redéployer ses moyens pour renforcer par exemple des missions de police de l'eau, de régulation des services, ou au contraire, est-ce que cela vient affaiblir
les missions que l'État juge prioritaires et qu'il conserve. Une autre sous-question, c'était de savoir comment est-ce que la suppression de cette mission vient changer les relations de l'État avec les autres acteurs et notamment avec les collectivités territoriales. Et enfin, une autre question, sous-question, c'est de savoir si, certes, l'État il se retire des territoires, il supprime une mission qui est à l'échelle des départements. Est-ce que cela veut dire que l'État arrête d'agir dans le domaine de l'eau ? Ou est-ce qu'il n'agit pas, il ne se redéploie pas autrement? Il y a une thèse en sciences politiques qui est assez répandue, qui est celle du gouvernement à distance de Renaud Epstein. Et cette thèse dit que, par exemple, sur la rénovation urbaine, que l'État se retire des territoires, arrête de mettre des moyens en direction départementale des territoires, mais pour mieux gouverner à distance, depuis les administrations centrales, directement vers les collectivités, en déployant des instruments de gouvernement à distance, comme les appels à projets. Donc l'idée, c'est que l'État n'aurait peut-être pas besoin d'être présent sur les territoires pour agir sur les différents acteurs. Donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ça qu'on observe ou pas dans le domaine de l'eau? Est-ce que l'État parvient toujours à agir, même s'il se coupe de services à sa base? Et donc la question plus générale, c'est est-ce que l'État sort renforcé ou affaibli dans ses capacités d'action de l'abandon de l'ingénierie publique? Donc la thèse s'organise en 3 parties. Il y a une première partie où il est question des déterminants de la politique de retrait. Donc pourquoi en 2008 on supprime cette mission-là plutôt qu'une autre? Les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture auraient très bien pu faire un autre choix. Et donc là, c'est une partie historique. La deuxième partie, une partie sur les recompositions de l'État. Qu'advient-il des fonctionnaires qui avaient développé de fortes compétences techniques lorsqu'on leur enlève les missions pour lesquelles ils étaient formés et qu'il ne reste dans l'État que des missions essentiellement régaliennes? Donc, est-ce qu'ils restent dans l'État? Pourquoi faire? Est-ce qu'ils réussissent à partir dans le privé, en collectivité? Et comment cela se répercute sur les missions qui restent dans les services déconcentrés de l'État? Et enfin, une troisième partie sur les autres acteurs, donc les acteurs privés, les bureaux d'études privés et les collectivités territoriales. Donc, quels sont les effets de la politique de retrait sur l'ingénierie privée? Est-ce que les bureaux d'études privés profitent du retrait de l'État? Et comment les collectivités territoriales se recomposent quand l'État ne propose plus cet appui technique? Et enfin, comment les rapports entre les différents acteurs évoluent? Donc, très brièvement, les résultats de la thèse s'appuient sur une enquête de terrain essentiellement qualitative, puisque j'ai mené 83 entretiens semi-directifs approfondis, essentiellement dans 3 départements, le Vaucluse, l'Hérault et la Lozère, et avec des anciens agents de l'ingénierie publique, avec les acteurs principaux de la réforme au niveau des administrations centrales, avec des acteurs des collectivités territoriales, etc. Alors les principaux résultats de la thèse, ils sont tant empiriques que théoriques. Sur le plan empirique, je montre que beaucoup d'éléments changent, notamment l'abandon de l'ingénierie publique change le positionnement de l'État, c'est-à-dire que l'État avait un rôle à la fois de financeur des collectivités, de leurs projets, de contrôleur de la réglementation, de l'application de la réglementation par les collectivités et de conseiller technique. Donc ils cumulaient ces fonctions-là, ils étaient juges et parties, ce qu'on a pu leur reprocher. Et donc le retrait de l'État permet une clarification du positionnement de l'État puisqu'il se recentre sur des activités de contrôle, des activités régaliennes. La politique de retrait change également les ressources qui sont à disposition de l'État. Et donc là, on parle de perte sèche concernant les compétences techniques. Donc l'État perd de plus en plus ses compétences techniques avec le départ des anciens de l'ingénierie publique qui partent à la retraite ou qui partent ailleurs. Ensuite, il y a eu aussi des recompositions territoriales fortes et notamment des conseils départementaux qui ont plus ou moins repris
les missions dont l'État se saisissait, mais les collectivités territoriales n'ont pas repris l'accompagnement des services à la délégation des services publics. Et donc là, il y a quand même des pertes. Donc le retrait de l'État n'est pas entièrement compensé par l'action d'autres acteurs comme les collectivités. Je montre aussi que le privé ne profite pas totalement de ce retrait de l'État. Et sur le plan théorique, je montre que la théorie du maintien de l'État, c'est-à-dire, je vous ai parlé de Renaud Epstein, donc en France en général, on assimile les réformes de l'État à des réformes qui permettent à l'État de se maintenir. Et je montre en réalité que les réformes contemporaines sont aussi des réformes qui viennent affaiblir l'État. Et donc dans le cas de l'eau, c'est assez clair. Et je montre aussi que les collectivités territoriales et le secteur privé ne remplacent pas l'État à l'identique. Il n'y a pas de vase communicant, de symétrie. Et l'État a apporté des choses en plus, mais aussi des choses en moins par rapport à la situation actuelle. Et là, je vous ai mis une petite bulle de BD, puisque j'ai bénéficié d'une formation doctorale pour réaliser une planche de BD pendant ma thèse. Et donc, c'est la dernière bulle. Vous pouvez la retrouver sur mon WordPress, Claire de Dieu. Je vous invite à aller la voir en entier. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous retrouvez aussi sur le WordPress l'ensemble de mes publications. Donc une publication par exemple sur la GEMAPI, qui date un peu maintenant, avec Sylvain Baronne. Une publication sur les paradoxes de la réforme que j'ai étudiée, avec Sylvain Baronne et Laetitia Guérin-Schneider. Ou encore un chapitre d'ouvrage sur le passage de l'ingénierie publique d'État à l'ingénierie publique territoriale, avec le rôle des conseils départementaux. Je vous remercie de votre attention. Et je vous précise juste que si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez m'écrire à claire.dedieu@montpellier.fr. Je vous remercie. Merci Claire pour cette présentation très synthétique et qui va susciter, j'en suis sûr, de nombreuses questions. Je peux commencer pour un petit peu... Ah, pardon. Oui, moi je m'interrogeais sur les déterminants justement du retrait de l'ingénierie publique. J'étais un peu jeune à l'époque, donc je n'ai pas suivi les débats. Et l'image que j'avais, qui est probablement simpliste, c'était peut-être aussi une pression venue peut-être de l'Europe pour une forme de libéralisation en fait, du secteur au profit des bureaux d'études français et des nombreux acteurs qui sont très bien placés aussi au niveau international en France. Donc je voulais voir si ce que vous pensiez de cette impression-là, si c'était complètement faux ou si le contexte aussi international avait pu poser dans ce retrait de l'ingénierie publique. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Non, ça marche. Ah. On s'est mis de l'alcool à l'instant. Eh oui, mais il faut que je le mette comme ça peut-être. Donc je vous remercie pour votre question. Alors, les déterminants de la réforme sont multiples. Donc, j'ai parlé du contexte français de la RGPP en 2008, donc coupé dans les dépenses. Effectivement, je n'ai pas parlé du rôle de l'Union européenne dans les années 90 avec les lois anticoncurrentielles et sur lesquelles l'État français a dû s'aligner. Donc, ça a eu son importance dans les années 90 puisque le poids de l'Union européenne, la conformité par rapport à la directive sur les marchés publics, a conduit les fonctionnaires à s'aligner sur un certain nombre de choses, et notamment à s'aligner sur le code des marchés publics,
Et ils ont en fait entrepris énormément de réformes, notamment sur les rémunérations accessoires. Il y a eu la suppression des rémunérations accessoires à la fin des années 90, début des années 2000. Il y a eu vraiment une grosse réforme pour répondre à un certain nombre de critiques historiques. Et ce n'est que 8 ans plus tard qu'on a supprimé l'ingénierie. Donc pourquoi on a supprimé l'ingénierie alors qu'ils avaient entrepris toutes ces réformes-là? Et donc je montre dans la thèse qu'il y avait aussi une perte de soutien de la part des hauts fonctionnaires techniques qui originellement étaient positionnés sur ces missions-là. Et que de plus en plus, ces hauts fonctionnaires techniques se sont désintéressés de ces missions, sont partis sur d'autres métiers ou d'autres structures qui paraissaient plus prestigieuses. Et donc, il y a eu une perte de ce soutien des grands corps de l'État. C'est aussi un des facteurs. Mais bon, il y a beaucoup de facteurs. Donc, j'explique que ça ne tient pas juste à l'influence de l'Europe, parce qu'en fait, ils auraient très bien pu passer outre. Et ça ne tient pas seulement non plus au moment de la RGPP, mais même si ça a compté quand même énormément à ce moment-là. Mais c'est multifactoriel. Une autre question? Oui. Oui, je vous confirme qu'en milieu rural, c'est dramatique. Et ce qui est dommage, c'est que les services de l'État, le législateur a pris les choses à l'envers. Il a commencé par détruire l'ingénierie publique. Ensuite, il a dit aux collectivités, mais pour avoir des moyens, regroupez-vous. Sauf qu'en plus, on a détricoté la loi NOTRe. Et là où il y a le plus de difficultés, c'est là où on autorise de garder les compétences à l'échelle communale et non pas intercommunale. Comment voulez-vous que les collectivités, avec peu de moyens, arrivent à se doter d'une ingénierie pour pouvoir déjà discuter avec l'ingénierie privée concurrentielle? Voilà. Il y a un vrai problème de fond, et je trouve que le législateur, franchement, dans le découpage notamment de la compétence eau, a complètement failli. Voilà mon sentiment. Oui, je vous remercie. Donc, une des idées aussi du réformateur en 2008, c'était de dire que si on supprimait l'ingénierie publique, on enlevait une béquille aux collectivités, on supprimait une tutelle technique, et donc les collectivités, de fait, allaient se regrouper et on allait mettre fin au morcellement des collectivités territoriales. Sauf que le regroupement des collectivités n'est pas possible partout. Le transfert de compétences d'une commune à une intercommunalité ne signifie pas que les intercommunalités vont pouvoir se doter en compétences, puisque par exemple en Lozère, ce n'est pas parce qu'on additionne des services qui n'ont pas d'ingénieurs et de techniciens qu'on va réussir à en engager au niveau intercommunal. Ça pose beaucoup de problèmes pour les territoires ruraux. Et donc là, oui, l'abandon de l'ingénierie publique concerne essentiellement ces territoires-là ou les petites intercommunalités et très peu les métropoles, j'ai oublié de le dire. Très bien. Bon, une analyse intéressante et qui est vécue visiblement à l'échelle locale, donc parfait. Alors, nous allons progresser et écouter un deuxième aspect qui concerne la tarification incitative dans le domaine du déchet ménager. Donc, Renaud, à toi la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. À l'image de Claire, j'ai envie d'abord de remercier l'AST de m'avoir décerné ce prix de thèse, l'un de ces prix. Je pense que pour moi, ça tombe à un point nommé, dans le sens où c'est de plus en plus difficile d'obtenir des financements dans la recherche. Et donc, cette petite valorisation symbolique, et puis aussi des prix qui sont dotés chacun de 3 000 €, hein, ce n'est pas forcément quelque chose d'anodin, vient me conforter à poursuivre un peu des enquêtes en sociologie. Alors après, j'aurais beaucoup de personnes à remercier.
Dans ma thèse, beaucoup de personnes m'ont aidé, mais là, étant donné qu'il y a la présence d'acteurs économiques, dans le même sens, j'ai envie de remercier mes financeurs de la thèse, parce que du coup, à l'époque, donc c'est l'ADEME, Plasticonium Environnement et Gyrus Engineering qui avaient accepté de financer mes travaux. Et je me rappelle que j'avais connu pas mal de refus, dans le sens où la sociologie peut susciter l'intérêt de nombreux acteurs, mais souvent on devient que la cerise sur le gâteau et un petit peu le produit qu'on rajoute sur des enquêtes mais qu'on ne finance jamais. Voilà, donc c'était un petit peu pour cette raison que je voulais aborder ce type de remerciement. Cela étant dit, je vais passer à ma présentation. Alors, le titre de ma communication, il correspond exactement au titre de ma thèse, donc qui est le suivant: la tarification incitative des déchets ménagers comme processus d'économisation, sociologie des cadrages et des débordements d'une politique publique. Alors, l'objectif de ma présentation, ça consistera en premier à exposer le cheminement par lequel je suis venu à questionner la tarification incitative en termes d'économisation. Il s'agira ensuite de comprendre les effets de cadrage et de débordement à partir d'un exemple concret. Et puis enfin, en conclusion, j'aimerais revenir sur l'intérêt de recourir à la sociologie pour saisir la mise en œuvre de la tarification incitative et plus généralement de l'action publique. Auparavant, je vais aborder certains éléments généraux de la tarification incitative pour mieux la comprendre. Donc d'abord, la tarification incitative, elle a été mise sur le devant de la scène politique et administrative française au moment du Grenelle de l'environnement en 2007. Elle consiste à facturer les usagers des services de gestion des déchets ménagers en fonction de la quantité de déchets qu'ils produisent. Il existe 3 possibilités pour mesurer la quantité de déchets additionnables les unes aux autres. La première, c'est le poids. Il s'agit de mesurer le poids du contenu des conteneurs que les usagers présentent à la collecte. La deuxième, c'est le volume. Il est question de facturer la taille des conteneurs auxquels les usagers sont abonnés. Et enfin, la dernière, c'est la fréquence de collecte. Donc, par ce biais, la collectivité comptabilise le nombre de fois que les usagers présentent leur bac à la collecte. L'objectif de la tarification incitative, c'est de stimuler le tri et ou la réduction des déchets, cela en mobilisant le moteur de l'incitation économique individuelle. C'est-à-dire que chaque foyer, chaque ménage est censé payer sa propre production de déchets. La tarification incitative repose sur le principe selon lequel les usagers vont davantage trier et ou réduire leurs déchets du fait de l'incitation économique individuelle. Ensuite, j'ai envie de me demander qui est favorable à la diffusion de la tarification incitative en France. Alors, au moment du Grenelle de l'environnement, en 2007, les pouvoirs publics se sont positionnés en faveur de la tarification incitative. Je vais l'appeler désormais un peu TI à l'occasion, pour éviter de rallonger la présentation. Face à la difficulté des acteurs parties prenantes du Grenelle à prendre des décisions sur le thème controversé de l'incinération des déchets, la TI est devenue une mesure phare, montrant la capacité des acteurs à proposer des solutions d'action publique. Mais il s'agissait surtout d'un accord de façade. Les collectivités locales n'étaient pas vraiment favorables à la mise en œuvre de la tarification incitative. À ce titre, aujourd'hui, au 1er janvier 2019, ce sont les dernières données officielles produites par l'ADEME, seules 195 collectivités représentant 5,6 millions d'habitants l'avaient mise en place. Alors, que redoutent les collectivités ? Elles redoutent un certain nombre de problématiques. La première, par exemple, les coûts nécessaires à la mise en œuvre de la tarification incitative. Est-ce que ces coûts seront-ils compensés par les économies escomptées du fait de l'augmentation du tri et de la réduction des déchets permises par l'incitation économique ? Autre problématique, toujours par exemple, les usagers ne seront-ils pas incités à déposer leurs déchets dans des endroits inappropriés afin de limiter le montant de leur facture, donc par exemple dans le conteneur de leurs voisins ou dans la nature ? Autre problème, sera-t-il possible de mesurer de manière individuelle par logement la production de déchets dans les immeubles ? Ainsi, dans ma thèse, au départ, j'ai constaté une sorte de paradoxe entre des pouvoirs publics favorables à la diffusion de la tarification incitative et des collectivités qui ne souhaitent pas la mettre en œuvre. Je me suis alors interrogé sur la manière dont se construit l'action publique. Il se trouve que le rôle des experts et des expertises est central dans l'orientation des sociétés modernes. Les décisions d'action publique reposent sur des savoirs dits éprouvés, savoirs dont la légitimité s'ancre dans les sciences. Dans le cas de la tarification incitative, il existait en France des expertises réalisées par des économistes que sont, entre autres, André Lebozec et Mathieu Glachan, chacun ayant travaillé pour le compte du ministère de l'Environnement et chacun optant pour des positions en faveur de la diffusion de la TI dans les territoires. C'est à partir de ce second constat que j'ai développé l'hypothèse principale de ma thèse,
la tarification incitative ne relèverait-elle pas d'un processus d'économisation de l'action publique ? Cette hypothèse invite alors à s'interroger sur la place et le rôle des économistes et des sciences économistes dans la fabrique de l'ATI. Pour répondre à cette hypothèse, je me suis intéressé aux mécanismes de cadrage de la réalité sociale opérés par les experts, autrement dit, aux mécanismes par lesquels les experts appréhendent la réalité d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Alors, de quel type de cadrage on peut retrouver dans les expertises économiques ? Les économistes ont recours à la modélisation économique, qui consiste à isoler de manière artificielle des parties du réel, de développer des relations formelles entre ces parties afin de pouvoir penser et proposer des récits sur le monde. La modélisation offre un avantage aux économistes par rapport à d'autres sciences humaines et sociales, qui explique d'ailleurs la légitimité dont ils bénéficient auprès des pouvoirs publics. Cet avantage revient à proposer des démarches prospectives, c'est-à-dire à prévoir différents scénarios, par exemple des scénarios de diffusion de la tarification incitative en France. Néanmoins, la modélisation économique comporte aussi certains inconvénients. Le principal d'entre eux est le réductionnisme. Pour simuler la réalité, il faut en réduire la complexité en ne choisissant que certaines de ses composantes. Les effets de la modélisation ne sont pas anodins. Ils peuvent produire des formes d'invisibilisation de certains problèmes liés à la mise en œuvre de l'action publique et participer ainsi à légitimer certaines politiques publiques. Par exemple, dans le cas des expertises menées par André Lévozec et Mathieu Glachan, les différences en termes d'habitat ne sont pas considérées. Les usagers sont supposés vivre dans des maisons individuelles, ce qui sous-tend qu'ils disposent de la place nécessaire pour posséder leur propre conteneur et donc qu'ils bénéficient d'une incitation individuelle. Or, comment prendre en compte le cas des usagers qui vivent dans des immeubles, dont la particularité est de partager l'usage de conteneurs dits collectifs ? Alors, les économistes n'occultent pas totalement ce type de problème. On remarque que dans leurs expertises, par exemple dans des parties intitulées « Les recommandations en termes d'action publique », ils proposent des solutions techniques pour ce type d'habitat. Il s'agit notamment de colonnes intégrées, ici présentées sur la photographie. Donc, ces colonnes permettent aux usagers des immeubles de déposer leurs déchets grâce à un badge individuel et être ainsi facturés et incités de manière individuelle. Pour autant, les modalités d'insertion sociale de ces dispositifs techniques à l'échelle locale ne sont pas traitées. À partir de ce constat, j'ai opté pour une démarche sociologique spécifique qui prenait le contre-pied de celle des économistes pour étudier ce que j'appelle les débordements de l'action publique. Alors, cette position théorique et méthodologique, elle s'articule en 2 points. Le premier, c'est d'être au plus près des acteurs de l'action publique. Donc, j'ai intégré pendant près de 3 ans une collectivité. Je me suis intégré à sa gestion de mise en place de la redevance incitative et j'ai suivi pas à pas les acteurs membres de la collectivité, qu'ils soient élus, techniciens ou autres intervenants. Ensuite, la deuxième approche, ça a été de suivre les controverses. Suivre les controverses, c'est-à-dire s'intéresser aux discussions et aux affrontements entre des points de vue divergents sur un sujet et également de questionner les acteurs au sujet de ces controverses. Quel type de controverse on peut remarquer au sujet de ces conteneurs enterrés qui permettent d'individualiser le service ? Alors la première concerne le coût. Les gestionnaires d'immeubles qui représentent les usagers de l'habitat collectif ont jugé ces coûts beaucoup trop importants, autour d'une dizaine de milliers d'euros par colonne, travaux de génie civil compris. Or, qui devra payer ces équipements ? La collectivité qui a fait choix de la tarification incitative ou les gestionnaires d'immeubles et donc en définitive les usagers qui en seront les bénéficiaires ? En fait, la collectivité et les gestionnaires d'immeubles étaient d'accord sur 2 points. Le principe de justice économique selon lequel chaque foyer doit payer sa propre production de déchets. 2. Confrontés à l'incitation économique, les usagers diminueront leur production de déchets et verront alors leur facture diminuer. Mais l'équité économique traduit dans la technique a un coût qui peut largement annuler le gain issu de la réduction des déchets relative à l'incitation économique. Pour cette raison, certains gestionnaires d'immeubles étaient particulièrement critiques et sceptiques, discréditant une politique publique inapplicable dans les immeubles. La collectivité, elle, n'était pas en mesure de financer l'ensemble des colonnes enterrées sur son territoire. Et si elle devait en financer un certain nombre, à partir de quels critères sélectionner les immeubles concernés ? Face à une situation bloquée, faite de négociations autour de qui prendra en charge les coûts, collectivités et gestionnaires ont fini par rechercher une alternative au dispositif d'individualisation. Cet objectif devint d'autant plus important qu'une deuxième controverse s'est développée au cours de la mise en œuvre de la tarification incitative.
Celle-ci concerne les emplacements de ces dispositifs techniques. Quand bien même les coûts des équipements ne constitueraient pas une limite à leur déploiement, encore faut-il trouver les espaces disponibles pour les installer. Or, les contraintes d'espace sont doubles. Au sol, il est parfois difficile de trouver un emplacement adéquat, c'est-à-dire relativement près des immeubles et permettant aux agents de collecte d'effectuer leur mission en sécurité. Au sous-sol, les réseaux d'eau, d'électricité et de gaz viennent réduire les espaces disponibles. Par conséquent, les gestionnaires d'immeubles ont fait valoir le fait que dans certains immeubles, les colonnes d'intérêt seront très difficiles, voire impossibles à mettre en place. Mais alors, quelle alternative envisager ? La collectivité a fait le choix de s'entourer d'un spécialiste du droit des copropriétés afin de définir un mode de répartition des charges collectivement économiquement plus juste. En effet, à défaut d'équipements techniques permettant d'individualiser les coûts, les usagers de l'habitat collectif partageront les coûts de la gestion des déchets en fonction de tantièmes attribués à chaque logement, tantièmes dont les critères sont indépendants de la production de déchets. Par exemple, un appartement orienté vers le sud, synonyme d'ensoleillement, ou situé au dernier étage, synonyme de tranquillité, se voit attribuer plus de tantièmes, et donc devrait s'acquitter d'une facture déchets plus importante. Après une multitude de réunions d'échanges, collectivités et gestionnaires d'immeubles se sont accordés sur une répartition des charges basée sur le principe d'utilité objective, qui correspond en quelque sorte à la possibilité d'utilisation d'un élément d'équipement collectif de l'immeuble. Ce principe s'applique par exemple à la répartition des charges d'utilisation d'un ascenseur. Les habitants d'un logement T5 paient davantage que ceux d'un logement T2, car ils ont objectivement plus de possibilités d'utiliser l'ascenseur et ils sont censés être objectivement plus nombreux à habiter le logement. En appliquant ce principe à la gestion des déchets, le potentiel de production de déchets est plus important dans un logement T5 que dans un logement T2. Par conséquent, les logements plus grands auront des factures plus élevées. On comprend qu'il ne s'agit pas d'une équité économique au sens strict, car il est possible de vivre seul ou à deux dans un logement T5 et produire peu de déchets. Mais ce principe d'utilité objective rapprochait la répartition des charges d'une meilleure équité économique que ne l'est celle fondée sur les tantièmes. Cette forme d'innovation socio-juridique a permis à la collectivité et aux organismes gestionnaires d'immeubles de s'accorder sur une meilleure justice économique. Elle a participé à la diffusion de la tarification incitative dans l'habitat collectif. À partir de cet exemple, j'en viens à ma conclusion, qui sera la suivante. On a compris que la tarification incitative, fondée sur l'incitation économique individuelle, porteuse d'un principe d'équité économique, connaît des points de blocage importants pour être déployée dans les immeubles. Les solutions techniques d'individualisation, via des dispositifs de colonnes enterrées, sont plébiscitées par les collectivités, mais ces dispositifs sont controversés. Cet exemple qui concerne la tarification incitative montre que la sociologie permet de comprendre les conditions de diffusion des dispositifs de l'action publique en suivant les controverses qui les concernent et en questionnant les acteurs parties prenantes. Il s'agit d'un réel atout pour accompagner les pouvoirs publics dans la territorialisation des politiques publiques. Aussi, la sociologie permet de faire émerger des innovations sociales développées par les acteurs de terrain. Ces innovations ne sont que rarement considérées comme telles, l'innovation étant souvent associée aux équipements techniques. Or, en qualifiant et en catégorisant l'innovation sociale, par exemple en termes d'innovation socio-juridique, il s'agit là d'un premier mode d'existence, certes discutable, mais qui permet de mettre en valeur des solutions en mesure de participer à la mise en œuvre de l'action publique. Hop là, je vous remercie de votre attention. Merci Renaud Nougarol pour cette présentation qui nous fait comprendre les deux niveaux de votre travail, un niveau national et une confrontation aux aspects locaux dans une collectivité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, oui. Oui, bonjour. On entend ? Oui. Emmanuel Adler. Moi, j'aurais une petite question pour savoir, on entend souvent dire que la tarification incitative, en fait, permet de réduire les coûts. Est-ce que sur le cas que vous avez étudié, vous avez pu l'observer, ou en fait, est-ce qu'on se rend compte que le calcul du coût est quelque chose qui est loin d'être facile ? Oui, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, il fonctionne. Alors les coûts, c'est vraiment une question controversée parce que tout dépend comment on les calcule. Tout dépend si on les calcule à court terme ou à long terme.
Alors à court terme, il y a effectivement des investissements indéniables dans la mise en place de la tarification incitative. Par exemple, les dispositifs techniques qui permettent de compter les déchets derrière le camion poubelle. Et aussi en général tout le parc de conteneurs qui est renormalisé, remis à niveau. Donc il faut acheter des conteneurs un petit peu partout sur le territoire. Il y a aussi l'achat de logiciels, s'il y a une gestion en régie de logiciels pour produire des facturations, etc. Puis après, il y a le choix ou non de recruter des personnes pour le passage à la tarification incitative, voire créer des nouveaux métiers de type service client en interne dans les collectivités. Donc tous ces coûts, c'est difficile de les mesurer, de les chiffrer, en sachant qu'en général, les collectivités espèrent que ces coûts seront compensés par la réduction des déchets due à l'incitation économique. Donc sur le long terme, les collectivités espèrent s'y retrouver. Voilà, donc après, je sais que dans les documents de l'ADEME a tendance à dire que ces coûts de la tarification incitative sont compensés. Mais moi, je maintiens que ça dépend si on regarde à court, moyen terme, long terme. Ça dépend comment on se projette sur ce sujet. Bonjour, Julie Reynaud du pôle déchets Office international de l'eau. Du coup, je me pose des questions sur la tarification donc, dans les habitations, où en fin de compte, l'étude qui a été menée, c'était de se dire on va partir sur de la dimension, de la surface. Donc en fin de compte, où est la tarification incitative? On revient un peu à l'atome, quoi. C'est par rapport à la taxe d'habitation. Enfin, comment, là, du coup, on ferait fonctionner deux systèmes en même temps? Enfin, ça me paraît hyper complexe, en fait. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose de très complexe. En fait, moi, ce que je voulais dire, je vais peut-être le résumer plutôt en quelques mots, j'étais un peu long, mais c'est que dans les immeubles, la tarification incitative, si vous n'avez pas des dispositifs techniques d'individualisation, en fait, vous passez par une répartition des charges au tantième. Donc, en fait, selon le nombre de tantièmes attribués à un logement, vous allez avoir votre facture qui va être plus importante. Donc, c'est complètement déconnecté du principe de l'incitation économique, de la tarification incitative. Ce qu'a fait la collectivité que j'ai étudiée et ce qu'ont fait les acteurs, donc gestionnaires d'immeubles, certains usagers conviés aux réunions, plus les techniciens membres de la collectivité, c'est de trouver ensemble un petit ajustement qui permet d'avoir un surplus de justice, en fait. Un surplus de justice économique, hein. On est sur la justice économique là. Donc ils ont essayé de moduler la répartition des charges en fonction d'un critère qui serait la taille du logement plutôt que les tantièmes du logement. Vous voyez ? Parce que la taille du logement paraît plus juste. Et en fait, le fait de s'être mis d'accord ensemble de manière concertée et d'avoir travaillé ensemble et d'avoir trouvé cette petite solution qui est juste un petit plus, a permis de produire des documents, par exemple des documents types, qui serviront de support dans les AG de copropriétaires pour que les usagers valident et finalement appliquent la tarification incitative. Oui, donc c'est vraiment plus une terme de justice économique vécue qui permet de mettre en œuvre l'action publique plus que quelque chose d'objectif qui serait de dire oui, on fait de la tarification incitative. Et c'est ça que je voulais qualifier d'innovation socio-juridique, parce qu'en fait, ce type d'innovation qui est souvent pas mis en avant, en fait, qui va être peut-être traduit dans des retours d'expérience de collectivités locales, en fait, ils ont une importance dans la diffusion de l'action publique à l'échelle locale. Ils ont une importance parce que les acteurs se sont mis d'accord pour des conditions de justice, pour certaines façons de faire. Alors juste peut-être un mot pour finir sur les questions. J'aimerais savoir quels ont été les déterminants finalement les plus forts qui ont amené cette collectivité finalement à passer le pas, à franchir disons les obstacles et à se lancer dans la tarification incitative. Alors, moi, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai enquêté sur une collectivité principalement, qui était d'ailleurs la communauté d'agglomération du Sicoval près de Toulouse. Et j'avais enquêté aussi sur 4 autres collectivités, mais que je n'ai pas finalement traité dans ma thèse. À l'époque, en 2012-2010, dans ces eaux-là, les collectivités qui se lançaient dans la tarification incitative, c'était tout sauf pour des raisons environnementales. C'était parce que on avait peur que les coûts de la gestion des déchets soient trop importants. Donc finalement, étant donné qu'il y a des aides de l'ADEME qui invitent à passer la tarification incitative, on va se saisir de cette opportunité au cas où on raterait les aides pour se lancer. Oui, ce n'était pas vraiment des projets
fondée sur une aspiration de réduction des déchets à la base d'un point de vue environnemental. Et des fois, c'était des raisons, par exemple, sur un autre territoire, simplement parce que c'était l'occasion de capter des financements pour renouveler le parc de containers. Oui, c'était plutôt des choses comme ça. Là, il me semble qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a plus de retours d'expérience sur la tarification incitative, que l'ADEME a produit des documents qui viennent rassurer les collectivités, aujourd'hui, on dirait qu'elles ont peut-être tendance à se lancer dans des projets qui seraient un peu liés à un projet environnemental de réduction des déchets, etc. Très bien, merci. Bon, nous allons clôturer. J'en profite pour remercier encore et féliciter nos deux lauréats, donc Claire Dedieu et Romain Nougarol. Je remercie également encore tous les gens qui ont participé finalement à faire en sorte qu'on arrive aujourd'hui à un travail d'analyse de ces travaux de recherche, et puis à l'ASTE qui a donné bien sûr tout le cadre et tous les efforts pragmatiques. Voilà, et je vous remercie tous là pour votre attention et votre participation. Bon après-midi.